Bonjour à tous, nous allons vous accueillir pour cette séance de webinaire sur la décarbonation urbaine à travers le recyclage foncier. Donc nous attendons peut-être quelques minutes pour accueillir, juste avant d'accueillir Juliette Maître en tant que CEREMA, représentant du CEREMA, directrice des projets, et Émilie Samson, qui est directrice du pôle aménagement de chez Noud. Donc, une équipe féminine, hein, c'est la première fois qu'on fait de l'ultra féminin. Donc, bienvenue à toutes les deux. Et donc, je suis ravie donc, de partager cette petite séance sur une thématique, on va dire, à la fois d'actualité réglementaire, et ça, c'est Juliette qui peut-être nous en parlera un petit peu, y compris historique, hein, parce que nous sommes sur un sujet qui est quand même présent depuis de nombreuses années, mais qui connaît aujourd'hui une actualité forte et une attention de votre part. Et ce qui vous fait être très nombreux ce matin, donc vous allez être plus de 80 connectés, donc on est super content de vous accueillir pour cette deuxième séance sur Lausanne. On en avait fait une l'année dernière qui était beaucoup plus polémique, qui avait aussi rassemblé 150 personnes à l'époque. Aujourd'hui, peut-être le débat s'est un peu, on va dire, calmé. Pour autant, on a choisi un parti pris sur Lausanne pour essayer de positiver, voilà. Non pas essayer, mais positiver carrément, en ayant un regard croisé sur cette dynamique foncière que laissait du coup Lausanne, peut-être avec des arguments qui n'avaient pas été jusque-là extrêmement bien ni rodés ni expérimentés. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a essayé de réunir ce matin deux intervenants qui me paraissent être hyper compétentes, voilà. Juliette Maître, donc en tant que directrice de projet CEREMA, parce que vous connaissez le CEREMA, mais Juliette vous en donnera encore plus de détails. Et puis surtout Émilie aussi, qui sera entre guillemets le pendant expérimental sur justement cette dynamique foncière, ce recyclage urbain résilient qu'ils nous permettent en fait de découvrir à travers quelques exemples ce matin. En tout cas, je suis ravie de voir que le nombre de connectés grandit. Donc, encore une minute ou deux et on va démarrer. Donc, on pourra vous mettre en ligne, évidemment, vous recevrez le replay du support, donc sans problème. Vous pourrez le retrouver aussi sur notre site internet, évidemment, comme les précédents replays, hein, si vous voulez revoir Lausanne, l'intervention de l'année dernière sur le côté plus polémique. À l'époque, on avait un élu, on avait aussi voilà, d'autres personnes qui avaient, on avait le président du syndicat des aménageurs lotisseurs, donc il y avait un côté un petit peu plus politique aussi, hein, donc si vous voulez revoir ce débat animé, vous pourrez vous y référer. Et donc aujourd'hui, voilà, on est rendu presque à la moitié, on doit être à 40 quelques là. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, notre enjeu ce matin, c'est vraiment d'être dans cette logique de partage. Vous allez avoir Juliette en tant que maître, en tant qu'intervenante CEREMA qui va vous remettre le contexte à la fois réglementaire et va donc ponctuer son historique réglementaire sur à la fois la notion de durabilité du foncier, mais surtout de l'optimisation du foncier invisible. Le terme est intéressant parce qu'en fait, il est visible évidemment, mais invisible aux yeux de l'aménageur et des aménagements. Donc l'enjeu, c'est de le rendre réutilisable. Et donc cette notion de recyclage de foncier est aujourd'hui extrêmement on va dire, percutante et ça coche les cases aussi de la décarbonation. Donc ça, c'est l'enjeu phare que va nous mettre en lumière Juliette. Et la deuxième thématique en regard de cette intervention sera le retour d'expérience que nous confiera Émilie Samson pour Noud, hein,
qui est peut-être n'est pas très connue d'entre vous, donc elle vous présentera aussi le pourquoi du comment de cette nouvelle société qui, du coup, est vraiment dans le choix de la régénération urbaine à travers une dynamique partenariale, mais qui part surtout sur une thématique quartier multifonction et pas monofonction, comme peuvent l'être les surfaces commerciales aujourd'hui. Et donc, je conclurai aussi en vous disant quelques mots sur Urbatine Plateforme, en quoi l'outil peut vous être utile, comment le critère ZAN peut être suivi aussi à travers une plateforme numérique avec le partage de la donnée, ce qui permet aussi d'avoir j'appelle ça une pédagogie sociétale, parce que quand on est dans une dynamique de partenariat, il faut convaincre tout le monde, et parfois une image, un plan, ça aide à comprendre à la fois l'évolution et la pertinence des choix. Alors donc du coup, je vais lâcher mon partage d'écran pour permettre à Juliette de vous présenter son premier sujet, et puis après il y aura le petit débat après l'intervention d'Émilie. Voilà. Voilà, Gwenaëlle disait que tout le monde nous connaissait, peut-être, j'espère. Donc le CEREMA, en fait, on est une agence publique sous tutelle des ministères en charge des sujets d'aménagement, de mobilité, d'adaptation au changement climatique, et on est 2500 agents sur la France et les DOM. Et on travaille aussi bien avec les entreprises, l'État et évidemment les collectivités, puisqu'on a une gouvernance partenariale État-collectivité, et on a souvent ce rôle un peu de tiers de confiance et de trait d'union entre l'ensemble des acteurs. Voilà, je ne vais pas revenir plus longtemps. Alors, pourquoi on parle de ZAN, de décarbonation, un peu les enjeux et surtout comment faire? On a dit qu'on avait une approche positive. Je voulais vous remettre un peu en perspective. Alors, je ne vous parlerai pas des débats actuels, puisque donc la loi, si elle a été votée le 25 juin, je pense qu'on attend tous la clôture des débats normalement d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine. Donc après, on aura des éléments, mais on voulait un peu prendre du recul par rapport à cette loi et au débat qui était fait et revenir un peu en arrière. Et puis vous rappeler que, voilà, on en parle beaucoup cette année avec la loi climat et résilience, mais que ça fait quand même un petit moment que ces sujets-là sont sur la table. Et je voulais vous inviter un peu à remettre en perspective et à regarder ce qu'on ne regarde pas toujours, qui est l'exposé des motifs des lois. Puisque certes, il y a des débats et des enjeux de calcul, de comment on fait de ce qu'on inclut, mais de comprendre surtout pourquoi on le fait et comment on peut y arriver. Et ça, Émilie nous donnera des illustrations et moi aussi. Donc, j'ai été vous rechercher un peu les exposés des motifs. Alors, je vois pas le chat, donc je vais pas pouvoir voir si certains retrouvent, mais c'était pour vous laisser le temps de les regarder. Voilà, les différentes lois. Pour le coup, celle-là, je vais vous le dire, quand on se parle de crise, quand on parle de transition écologique et climatique, en fait, ça, c'est l'exposé des motifs de la loi climat et résilience. Celle-là, je vous l'ai remis un peu plus en avant. Donc, pour cette loi-là, on disait il s'agit de prendre la mesure des risques que comporterait la poursuite des logiques qui sont actuellement à l'œuvre, extension mal maîtrisée de l'urbanisation, approfondissement des inégalités sociales. Je vous laisse deviner de quand date cette loi, qui est encore plus d'actualité, parce que si on parlera de ZAN, il y a d'autres enjeux. Et ben, c'est la loi SRU. C'était aussi pour remettre en perspective que sur ces questions de renouvellement urbain, en fait, ça date pas de la loi climat et résilience. C'est inscrit dans les textes depuis plus de 20 ans, et qu'on a peut-être eu un peu de mal à le mettre en œuvre, mais que c'est pas quelque chose de récent. Et une autre que je voulais vous remettre en avant, aussi avec les constats qui paraissent totalement d'actualité. Les risques liés à la dégradation de l'état de notre planète, l'urgence d'agir vite qui est impératif. Je vous laisse deviner de quand date ce texte et ces lois, avec les conséquences que ça a sur des ressources comme l'énergie, l'eau, les terres fertiles. Pourquoi les secteurs d'activité les plus dynamiques doivent voilà, tout de suite intégrer ça pour que ce soit aussi leur survie qui en dépende. Mais c'est pareil, ça date pas de 2021, ça date des lois Grenelle de 2009. C'était un peu pour vous remettre en perspective qu'en fait, ces enjeux, ils sont partagés et connus. Il y avait déjà des choses dans l'arsenal législatif. On a mis peut-être un peu de temps à le mettre en place, mais ça fait depuis 2009 qu'on dit qu'il est urgent de le faire.
Après, il y a plein d'exemples sur le terrain qui le montrent déjà, mais il est urgent maintenant que ça se développe. Et puis, un dernier texte, celui-là d'actualité, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Lui, il est tout récent. L'acte d'aménager devrait être massivement orienté vers la transformation de l'existant. Et les décisions que nous prenons aujourd'hui pour orienter la ville n'auront des effets visibles que dans 10 ans. On aura l'occasion de reparler de ces questions temporelles avec Émilie. C'est donc maintenant qu'il faut agir. Ben ça, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans vos réseaux, c'est la feuille de route de décarbonation de l'aménagement. Donc en fait, c'est une obligation qui est liée à la loi climat et résilience de faire des feuilles de route par domaine d'activité. La question de l'aménagement, pour la première fois, était vraiment considérée comme une filière. Vous avez une feuille de route qui précise un peu à la fois les enjeux carbone que représente l'aménagement. On parle bien de décarbonation, comprendre que l'acte d'aménagement en lui-même, ça représente des éléments importants et qu'on doit aussi réduire de 55 en 2030 et passer à la neutralité en 2050, et que quand on regarde la répartition des émissions de gaz à effet de serre de l'acte d'aménager, l'artificialisation, ça compte pour un quart. Donc c'est sur ce quart-là qu'on peut travailler. Après, les gens qui travaillent sur le bâtiment ont un gros enjeu. Il y a des questions liées aux climatisations et puis, pas oublier aussi qu'il y a un certain nombre d'usages induits, notamment les transports, qui sont aussi très, très importants et qui posent la question de où on fait ces opérations d'aménagement pour pouvoir les réduire. Et je vous ai mis les liens pour la feuille de route si vous ne l'avez pas vue. Parmi les leviers qui ont été mis en avant, donc la feuille de route, elle a été faite avec les professionnels de l'aménagement, avec les collectivités, donc c'est un travail collaboratif, hein, c'est pas l'État. Et parmi les leviers qui ont été remis en avant, mais je vous dis qu'on avait depuis la loi SRU, il y a celui d'optimiser l'usage des secteurs urbanisés, de renouveler les tissus urbains pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un levier très fort. Je dis c'est plus d'un quart en fait des émissions de l'acte d'aménager qui viennent de l'artificialisation. Donc c'est un vrai levier. Après la question c'est comment on fait et comment on identifie ces gisements et comment on les mobilise. Je vous ai remis des éléments un peu, ce que disait Gwenaëlle. En fait, du foncier, on en a. Il est peut-être un peu invisible, mais même sans s'étendre, il y a plein d'enjeux. Là, je vous ai remis les travaux qui viennent de la démarche territoire pilote de sobriété foncière, qui est pilotée par l'ANCT, le PUCA et auquel le CEREMA contribue à un certain nombre de collectivités. Comment on peut en fait mobiliser ces fonciers invisibles? Je vais vous donner quelques exemples de recyclage. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits avec l'agence d'urbanisme de Marseille. C'est le changement de destination des bâtiments en fait qui sont vides aujourd'hui qu'on peut réutiliser. Il peut y avoir de la démolition-reconstruction. Alors, d'un point de vue carbone, la démolition, ça pose aussi pas mal de questions. C'est mieux de réhabiliter, mais parfois on démolit. Tout ce qui va être l'intensification et la densification, que les bâtiments soient plus utilisés. Une école qui ne sert pas pendant les vacances, comment on peut l'intensifier, comment certains bâtiments peuvent resservir. La décarbonation, c'est aussi parfois renaturé sur certains sites. Il y a des fois des degrés de pollution qui permettent pas qu'on les réutilise, et cette renaturation, elle est importante aussi en termes de carbone, de stockage carbone et de désartificialisation. Et puis, tout simplement la réhabilitation. On a plein de bâtis vacants qui peuvent être réhabilités. D'autres exemples là, du côté des Pays de la Loire, je vous ai donné des références à Nouvelle-Aquitaine aussi sur le bâti ancien dégradé, sur les friches dans des plus petites villes. C'est pas qu'une question de grande métropole. Repérer les dents creuses, repérer ce bâti qui peut bouger, qui est patrimonial ou pas patrimonial. Là, je voulais vous donner un autre exemple breton, là pour le coup, avec un projet, on en a vu passer beaucoup avec le fonds Friche. Là, c'est un foncier religieux. Voilà, les couvents des Sœurs du Christ, on est à Tréguier. C'est un projet vraiment en plein cœur de ville, comme vous pouvez le voir. Et c'est un projet où ils ont déjà, alors pour le coup, pas artificialisé le grand parc des Sœurs qui va devenir un parc urbain pour tous les habitants. Ils ont installé une école de cirque dans la chapelle. Donc, et les Sœurs sont très contentes que ce lieu continue à vivre. Il y a une belle hauteur sous plafond, c'est très bien. Ils ont mis une école de musique, vous voyez, des bâtiments. Donc, on a des bâtiments qui sont en partie classés. Puis le projet continue parce que c'est un très gros foncier et surtout beaucoup de bâtiments. Donc, le projet continue pour transformer ce secteur. Donc, en fait, ce foncier, il existe. Il n'est pas toujours, voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est souvent plus cher, mais les opportunités, elles existent. Et puis,
là-dessus, vous dire aussi que vous n'êtes pas tout seul, là, il y a une nombreuse boîte à outils. Je vous ai remis des références, hein, le CEREMA publie pas mal sur ces questions-là, mais des outils à disposition des collectivités, notamment pour identifier les gisements fonciers ou pour les guider dans la réhabilitation des friches avec Urban Vitalise. Et puis je pense que voilà, Gwenaëlle ensuite vous montrera d'autres outils qui peuvent vous aider sur ces sujets-là, voilà, que ce soit sur des éléments de méthode ou sur des éléments financiers. Voilà, et puis pour le coup, passer peut-être la parole à Émilie pour qu'elle vous montre des exemples aussi concrets sur un autre type de foncier qu'évidemment, je n'ai volontairement pas montré, puisque d'autres types de fonciers invisibles. Merci Juliette. Alors, je ne vais pas les montrer en vérité parce que je vais vous expliquer après que ça fait partie de notre méthode de travailler avec les territoires. Et donc, tant que l'encre n'est pas sèche et que tout le monde n'est pas pleinement OK, on ne montre pas, on veut blesser personne. Merci Gwenaëlle. Donc Émilie Sampson, je représente Noud aujourd'hui. Noud qui est une entreprise de services immobiliers. On a 1000 collaborateurs ici en France, 18 milliards d'actifs en gestion et on exerce principalement 3 grands métiers. Gwenaëlle, je vois plus les slides, je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà. On exerce 3 grands métiers, le property et l'asset management, donc la gestion d'actifs et son entretien, son animation, son exploitation. Le capital market, donc le fait de réunir des fonds pour pouvoir financer notamment des projets de régénération urbaine. Et puis une troisième équipe à laquelle j'appartiens, qui est l'équipe développement, aménagement et promotion. Et donc au sein de cette équipe, voilà, j'ai le rôle d'être aménageur. Alors pourquoi Noud et pourquoi c'est en lien avec la décarbonation? Ben, quand on a autant d'actifs sous gestion, c'est l'occasion avec les propriétaires, avec les collectivités, de réfléchir à leur devenir. Et leur devenir, comme le disait Juliette, c'est notamment leurs futurs usages. On est face à beaucoup d'actifs qui sont principalement urbanisés et artificialisés. Ça représente souvent sur beaucoup d'actifs 90% de zones imperméables et à 50% des espaces de voirie et de parking. Autant dire qu'en termes d'intensification des usages, pour reprendre la terminologie que Juliette employait tout à l'heure, il y a tout à faire. Il y a aussi, on peut avancer un petit peu Gwenaëlle, il y a aussi un changement de modèle, un changement de paradigme qui vient percuter la réflexion qu'on peut avoir sur ces fonciers. Donc finalement, le rôle de l'aménagement chez Noud, et je pense que beaucoup de mes collègues aménageurs privés, que ce soit Urbanera, Urbain des Bois, Anne Fresque a grandement piloté la feuille de route sur la décarbonation de l'aménagement, me démentira pas. Finalement, ce rôle d'aménageur, il vient à la réunion de 2 urgences. L'urgence à transformer le business model commercial. Nos clients, ils n'ont plus envie d'un tout voiture, tout imperméable. Ils sont sensibles aux questions de santé publique tels que l'îlot de chaleur, par exemple. Donc, on voit que décarboner ces espaces commerciaux, c'est un enjeu en soi. Et puis, une urgence à transformer la ville. Je rejoins ce que disait Juliette. Cette urgence, elle est posée par le législateur depuis plus de 20 ans maintenant. On pourrait se demander pourquoi elle n'a pas été prise en main plus tôt ou de façon plus visible ou plus active. Je pense qu'en fait, notre principal frein dans l'atteinte des objectifs de transformation de la ville et de décarbonation de nos territoires, c'est que c'est une mission extrêmement transverse. Parce que quand on vient parler de décarbonation, on va évidemment toucher l'acte d'aménager, l'acte de construire, on en a parlé tout à l'heure, mais on va aussi toucher au transport, on va toucher à la chronotopie du lieu. Ce lieu sert-il plusieurs usages tout au long de la journée? Donc, plein de cartes qui doivent être rebattues et d'acteurs qui doivent se mettre tous autour de la table. Vous voyez dans ce slide, finalement,
Nous, on vient se positionner en tant qu'aménageur, mais aux côtés des territoires, pour traiter ces deux défis de transformation des espaces commerciaux et de transformation de la ville, en fait, de reconstitution d'un tissu urbain sur la ville, qui est aussi une très belle opportunité de renaturation et de décarbonation. Donc nous, comment d'un point de vue méthodologique on travaille, on peut passer au slide d'après. Eh bien nous, on va d'abord traiter la connaissance du territoire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une très bonne connaissance d'un point de vue social, sociétal, des clients, des usagers d'un lieu, de ses défis environnementaux, des attentes du territoire en termes d'équipement public, en termes de gestion de l'eau, en termes de gestion de l'îlot de chaleur urbain. Et on va avoir comme fil rouge, comme ambition dans le projet urbain qu'on va porter, d'avoir un triple impact positif sur la mixité, l'accessibilité et l'inclusion, on va dire, de nos lieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, un lieu monofonctionnel qui travaille principalement avec une voiture, enfin, dont le fonctionnement est principalement basé sur l'accessibilité voiture, c'est un lieu qui doit se réinventer pour rester accessible en 2023, dans tous les sens du terme d'ailleurs, accessible socialement et accessible d'un point de vue mobilité. On va avoir un gros travail sur l'impact environnemental que l'acte de réaménager ce foncier va avoir, sous l'angle de l'énergie, des mobilités, j'en ai parlé, et de la biodiversité. Et on voit que là, les gros gisements de décarbonation, ils sont beaucoup dans cet item-là, sur l'enjeu que nous, on appelle planète dans notre jargon. Et puis, on a évidemment une troisième ambition. On n'a pas une approche philanthropique, on ne va pas se mentir. On souhaite aussi que ces actes d'aménager et cette transformation de nos actifs monofonctionnels soient au service de la dynamisation du territoire, pour créer de la valeur localement, créer de l'emploi, continuer à créer de l'emploi. C'est vrai que ces grands fonciers monofonctionnels commerciaux, c'est des pourvoyeurs d'emplois, mais parfois d'un seul type d'emploi, et donc on va essayer de travailler sur la profondeur des activités qu'on va pouvoir offrir au territoire. Alors, quels sont nos obstacles pour arriver, on peut passer au slide suivant, Gwenaëlle, s'il te plaît. Alors, notre grande force, avant de parler des obstacles, pardon, c'est vrai, notre grande force, c'est de travailler en intelligence collective avec le maximum de parties prenantes autour de la table. Moi, ma première étape dans le travail, finalement, d'aménagement pour atteindre cet objectif de décarbonation, c'est de mettre autour de la table les propriétaires, les usagers, les exploitants des sites et les élus, afin de convenir d'une méthodologie. Hein, c'est mon quotidien avec différentes métropoles d'ailleurs. On a été très heureux de pouvoir protocoler en fait cette méthodologie de travail en intelligence collective. Avec d'autres métropoles, c'est un sujet qui est sur la table pour trouver la bonne méthode, la méthode qui conviendra le mieux aux élus qui sont autour de la table et puis aux enjeux que représentent nos fonciers également. Et donc on peut passer au slide suivant. Merci. Et donc, nos facteurs clés de succès, finalement, pour atteindre ces objectifs de décarbonation et de reconstruction, régénération de ces fonciers, c'est d'une part d'assurer une maîtrise foncière. Alors, nous, étant mandatés par de grands propriétaires commerciaux, on a cette chance de pouvoir petit à petit assurer une forme de représentativité de la maîtrise foncière autour de la table. Mais bien entendu, sans le politique, on ne fait rien. On n'a pas du tout l'ambition de faire des grands projets d'aménagement seuls. Et donc, le portage politique du projet, c'est aussi un très grand facteur clé de succès, avec un alignement des acteurs du territoire. Dans beaucoup de cas, on va avoir plusieurs villes concernées, une métropole, une agglo concernée également. Et donc, notre première phase de travail, elle va vraiment être sur le fait d'affiner les besoins locaux, connus et exprimés, parfois d'aller chercher aussi les besoins sous-jacents qui n'ont pas encore été exprimés, de sorte à avoir un programme qui soit pleinement co-construit, sur lequel on va s'écrire une feuille de route.
de la transformation du foncier et de la décarbonation de ce lieu. Les défis, évidemment, on ne va pas se le cacher, c'est le coût de la désimperméabilisation. Parfois, le morcellement de la maîtrise foncière qui est difficile. Allez, on fait vraiment une démarche itérative, propriétaire par propriétaire, pour aller les convaincre de venir autour de la table avec nous pour se mettre au chevet de la transformation de ces fonciers-là. Et puis, on l'a suggéré tout à l'heure, Gwenaëlle et Juliette, des horizons de temps qui sont très longs. On parle de projets qui mettront sans doute 10 ans, 15 ans à être pleinement aboutis. Ça vous échappera pas que ces horizons de temps-là sont plus longs que les horizons de mandature, souvent des élus autour de la table. Donc on a un vrai travail aussi de contractualisation, de protocole pour arriver à rassurer tous les acteurs autour de la table. Et puis enfin, le dernier enjeu qui est un enjeu vraiment stratégique, structurant dans beaucoup de projets, c'est les enjeux de mobilité. Gwenaëlle en parlera. Évidemment, ça a un impact extrêmement fort dans la feuille de route de décarbonation de nos différents sites. Voilà, je ne voulais pas être trop longue, je vais passer la main à Gwenaëlle. Merci Julie. Merci Juliette, merci Émilie. Effectivement, je pense que ça peut être bien maintenant toutes les deux aussi d'interagir en fait. Évidemment, le chat est ouvert, donc je vous propose, en écoutant le débat qui va durer à peu près 10 minutes entre elles deux, de profiter de ce temps-là pour poser les questions, si bien qu'après on pourra répondre à vos questions dans les dernières 20 minutes qui nous restera. Voilà, si on fait un timing, il reste 30 minutes. Du coup, ça nous fera à la fois un débat et surtout des retours de réponse à vos questions. Voilà, merci d'avance et je vais faire le modérateur et du coup, je vous répercuterai les questions des uns et des autres. Voilà, à tout de suite. Super, merci beaucoup, Gwenaëlle. Il y a un vrai sujet qu'a posé Émilie, c'est vraiment les questions de temps. C'est pour ça que je vous ai remis un peu aussi le rappel. La loi SRU, c'est 2020. Il y a des beaux projets de renouvellement urbain. On en connaît tous, mais pas assez. Mais c'est vrai que sur les projets, voilà, ce gisement que représentent les zones commerciales, qui maintenant sont devenues très urbaines pour la plupart. Elles étaient peut-être un peu périphériques au début, elles ne le sont plus du tout. Elles sont maintenant vraiment dans l'urbanisation. Donc souvent bien placées pour les questions de mobilité, mais très monofonctionnelles. Donc elles font partie des fonciers qu'on peut faire évoluer, mais ce n'est pas les fonciers les plus faciles. Émilie nous parlait du morcellement et puis des alignements d'acteurs. Peut-être Émilie nous lister tous les acteurs que ça peut représenter. Pas pour faire peur, mais pour dire qu'il y a un petit travail d'alignement. Oui, c'est vrai. Mais en fait, en termes de méthodologie, nous, c'est vrai que sur un certain nombre de sites, les propriétaires qui nous mandatent représentent une surface qui est déjà considérable. Mais il y a certains sites qui sont beaucoup plus morcelés que d'autres. Et quand on parlait d'invisibilité des fonciers, ce morcellement foncier, il est aussi invisible. C'est-à-dire que quand on démarre un projet avec les élus, avec les collectivités, il y a toute une partie cartographique que nous, on mène. J'ai la chance dans mon équipe d'avoir des urbanistes, des architectes qui entame déjà les premières études sur la domanialité, sur les flux, etc. Et on se rend compte que c'est un levier majeur. Soit la maîtrise foncière est simple et on pense qu'on va pouvoir actionner assez vite, soit la maîtrise foncière est complexe. Il y a notamment des sites sur lesquels, parmi les copropriétaires, figurent des sociétés civiles immobilières dans lesquelles j'ai plus de 50 personnes physiques. Et toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité statutairement. Là, on se rend bien compte que même si le propriétaire des parkings, des accès et d'une pièce maîtresse du site nous mandate, c'est quand même de la dentelle d'aller convaincre propriétaire par propriétaire de se mettre au chevet de la transformation du site avec nous. Moi, je voulais quand même souligner que toutes les questions autour du ZAN nous permettent de regarder ces fonciers-là avec un œil
quand même neuf. Je dis pas nous parce que c'est notre métier, donc on était un peu au premier rang des gens qui se sont posé la question depuis plus de 10 ans maintenant. Mais nos parties prenantes ont évolué dans leur perception de ces fonciers-là, encore plus sous l'effet du ZAN, parce que c'est des fonciers qui sont par essence quasiment totalement imperméabilisés, rattrapés par la ville, sur lesquels on a un double enjeu de pouvoir accueillir des fonctions qui manquent cruellement dans certaines métropoles. Je pense notamment au logement abordable, je pense à la formation. Voilà, on a tout un tas d'activités qui pourraient opportunément être présentes sur ces sites parce qu'elles manquent sur ces grandes métropoles et que le foncier disponible se fait rare et donc très cher pour y développer ce genre de projet. Et puis, je pense que d'un point de vue gestion du stationnement et des mobilités, on est aussi face à un changement de paradigme. C'est-à-dire que la cherté du carburant, les difficultés d'accès et de circulation dans certaines grandes villes font qu'on regarde aussi la ressource parking d'un œil neuf. Ça paraît plus évident de juste étaler des voitures sur des hectares entiers quand on manque de foncier, qu'on a besoin d'y faire des choses qui ont plus de valeur et qu'on a besoin de traiter cette question de santé publique, hein, qui est l'îlot de chaleur urbain. Donc on a un alignement de planète, je dirais quand même, qui est favorable. Alors ça suffit pas d'enfoncer ces portes ouvertes-là, peut-être pour lever les obstacles qui sont nombreux hein, sur la mise en route, mais quand même, on est dans un paradigme qui est favorable. On espère que réglementairement, des obstacles aujourd'hui qui sont très forts, c'est-à-dire qu'on a des documents d'urbanisme opérationnel qui ne permettent pas de faire autre chose que du commerce sur beaucoup de ces fonciers-là, hein. Donc on a aussi toute une stratégie de co-construction avec les collectivités pour obtenir une modification de ces documents d'urbanisme. C'est pas dans nos mains. Mais quand cet obstacle-là est levé ou qu'en tout cas on arrive à poser avec les élus et les équipes des collectivités les jalons pour les lever, alors là on se rend compte qu'il y a une réelle volonté d'un certain nombre d'acteurs de faire et de faire différemment dans le sens de la décarbonation. Gwenaëlle, tu voulais des exemples positifs. Moi, j'ai quand même 3, 4 agglomérations là sur lesquelles on sent que tout le monde a envie de se mettre au chevet de cette problématique et ça, c'est très plaisant. Et du coup, le côté temporalité dont vous parliez là tout à l'heure, toutes les deux, du coup, ça pouvait peut-être l'une et l'autre, enfin, c'est quoi? C'est des mois, c'est des années, ça commence, c'est quoi les grandes étapes? Comment ça se décompose? Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de gens, évidemment, c'est du multi-acteur. Tout le monde est intéressé, c'est gagnant-gagnant en fait, il n'y a pas de perdant dans l'histoire, puisque de toute manière, c'est une optimisation du foncier invisible, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément très bien valorisé. Donc finalement, le fait d'être gagnant-gagnant ne fait pas que ça s'accélère. Quels sont les freins, s'il y en a? Ah, il y a quand même des freins parfois, Émilie me contredira peut-être, mais même si c'est gagnant-gagnant, tous les acteurs n'ont pas les mêmes stratégies. Il y a les propriétaires fonciers, les exploitants. Certains exploitants n'ont pas forcément envie de changer, ils sont pas toujours sur des modèles économiques qui ont intérêt à changer. Après, il faut aussi que tous les propriétaires se rendent compte qu'ils pourraient valoriser autrement, hein. C'est un peu nouveau aussi, donc malgré tout, ces modèles, ils sont nouveaux. Il faut aussi que les collectivités acceptent de travailler avec d'autres acteurs pour réussir à sortir ces projets. Ça, je pense que c'est pas toujours évident, il faut apprendre à se connaître. Après, en termes de temporalité, ça se joue plutôt en années, voire plus d'une dizaine d'années, il faut être honnête. Émilie parlait de projets un peu métropolitains d'ampleur, mais je pense que par rapport à notre public, on a aussi des fonciers de ce type-là, plus modestes, dans quasiment tous les types de territoires. Là, avec le fonds Friche, on a vu passer des petits supermarchés, des anciennes stations essence. On a aussi ces fonciers-là, alors c'est des projets plus modestes, mais voilà, alors c'est souvent des projets d'ampleur dans les métropoles. Mais on va aussi retrouver ça dans plein de petits territoires, dans plein de villes moyennes. Ces enjeux autour de ces fonciers-là, voilà, et c'est ce que disait Émilie, le modèle du commerce, quel type de commerce on veut, quelle place on donne au centre-ville, comment ça s'articule. Il y a plein de projets aujourd'hui différents, plus mixtes, voilà, de
projet, on va avoir du logement et du commerce qui se réimplantent plutôt dans les cœurs de ville et qui donc se posent la question de ces zones qui étaient plus périphériques. C'est pas qu'une question métropolitaine. Voilà, dans les questions Non, non, c'est métropolitaines, vrai. là, on a des gros enjeux parce que là, vous êtes sur des fonciers de plusieurs hectares, souvent. Voilà, voire plusieurs, pas de toutes les tailles, hein, peut-être. On a des fonciers de toutes les tailles et d'ailleurs, nous, on a une opération un peu phare là en ce moment qui est sur un supermarché, hein, qui est sur un supermarché où uniquement sur le remembrement de l'espace et le travail en densification, on arrive et à apporter plus de 20% de pleine terre et à reconstruire un outil beaucoup plus moderne pour l'exploitant et à construire du logement et du bureau. Donc en fait, on voit que c'est vraiment le paradigme de la ville intense hein, qu'on doit retravailler en se disant, mais tout ce qui est étalé, tout ce qui est de l'ordre de l'urbanisation non efficace, ce que décrit très bien Sylvain Grisot d'ailleurs, hein, quand la ville, quand le foncier imperméable ne sert à rien que accueillir des voitures, c'est quand même un signal fort qu'il y a quelque chose d'autre à y faire qui a plus de valeur d'usage et plus de valeur économique. Moi, c'est aussi mon discours vis-à-vis des propriétaires. Alors évidemment, Juliette, tu le disais, hein, moi j'ai encore des exploitants qui me disent, quand je viens à leur rencontre pour les inviter autour de la table à repenser le foncier sur lequel ils travaillent, qui me disent, écoute, à part me faire arriver l'autoroute directement dans mon hall de magasin, je vois vraiment pas ce que tu peux faire pour toi. Bon, alors c'est vrai que quand c'est ça l'entame de discussion, c'est un peu plus difficile. On sait d'avance que la discussion va être un peu plus longue. Mais in fine, on se rend compte que ces fonciers imperméables, qui sont principalement des fonciers de parking, par exemple, peuvent être densifiés. Et moi, j'essaye d'œuvrer vraiment pour la création d'une nouvelle classe d'actifs qui est notamment un parking, mais qui accueille d'autres usages. Et si on se met à plusieurs autour de la table avec les gestionnaires de parking, avec les gens qui font de la logistique urbaine, avec les commerçants de quartier, j'ai vraiment la conviction qu'on peut créer cette classe d'actifs de parking mixte, intelligent, qui vient densifier un foncier et qui permet du coup de libérer une autre partie pour en faire autre chose, dont de la renaturation. En tout cas, c'est vraiment en ce sens, moi, que je travaille. C'est essayer d'identifier sur tous ces espaces monofonctionnels, qu'ils soient métropolitains ou pas, hein, tu as raison, Juliette, de le rappeler, on n'a pas que des opérations sur des grandes métropoles, d'identifier des îlots mutables, où si juste en retravaillant l'organisation de l'espace et des usages, on libère du foncier pour de la renaturation et d'autres usages. Et c'est important de dire que pour cet objectif de décarbonation, on n'attend pas une rupture technologique incroyable, quoi. C'est pas l'avion à hydrogène, c'est pas, il n'y a pas une méga invention qui va venir résoudre cette question. C'est principalement du travail collectif, de la co-construction et de la transversalité. C'est-à-dire que il faut rebalayer tous les usages du sol, la mobilité, le stationnement, le commerce, et y adjoindre les fonctions qui ont du sens pour ce territoire. Alors, il y a une question qui est posée, mais elle est longue, alors je vais essayer de la résumer. Donc, en fait, est-ce que vous avez identifié des enjeux sur les équipements liés au réseau et sur la disponibilité effective de ce foncier? Équipement des réseaux, je pense que la personne parle, là, elle parle d'étalement conduit à allonger les réseaux, mais ils ne sont pas portés par les mêmes acteurs. À l'opposé, la réutilisation du foncier conduit à hériter des réseaux qui ne sont pas forcément adaptés. Ma question porte aussi bien sur les réseaux visibles, les réseaux invisibles, c'est-à-dire enterrés, que sur les réseaux visibles, c'est-à-dire éclairage, couverture de réseau, téléphone et gestion des données. Donc, quand vous êtes au stade de la réflexion, vous n'allez pas jusqu'à réfléchir aux équipements en place. Vous voyez ça dans un deuxième temps, non? C'est pas. Non, on y réfléchit beaucoup. Alors, on a un premier démonstrateur là. Alors, je ne sais pas si le terme de réseau est approprié, mais où on avait un cours d'eau qui était busé sous les parkings, qu'on avait identifié que
c'était un filet d'eau qui était pas très sain, c'était un peu insalubre, enfin voilà. Et donc, dans le cadre du travail qu'on a mené avec la métropole, on a eu l'opportunité de rétrocéder plus de 2 hectares de foncier à titre gracieux d'ailleurs, pour que la métropole puisse remettre en eau ce cours d'eau avec tout un projet de renaturation qui l'accompagne. Et donc là, on est sur de la trame verte, de la trame bleue. Les élus, lors de l'inauguration, là, il y a 15 jours, parlaient de trame turquoise. C'était joli. C'est de redonner sa pleine place à l'eau et d'en profiter pour reverdir. Après, sur les réseaux d'assainissement, par exemple, ou d'énergie, on essaye de mener un grand travail très en amont. Parce que évidemment, toutes les questions de gestion de l'eau et de gestion de l'énergie sont très structurantes pour nous. Mais c'est un travail partenarial qu'on fait avec les grands concessionnaires et les villes. On n'a pas encore eu de demande particulière de rétrocession d'espace pour des projets qui accueilleraient des réseaux, par exemple. Mais c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en amont. D'accord. Et Là-dessus, oui, ouais, Gwenaëlle, si je pouvais préciser, c'est vrai que je pense qu'il y a derrière la question, les outils de l'urbanisme étaient quand même plutôt faits pour faire de l'étalement. On en hérite encore, hein, le Ouais. financement des équipements publics. La ZAC était un peu plutôt pensée par là, mais pour le coup, pour répondre à ces enjeux dans l'existant, moi je crois que l'opération d'aménagement, et Émilie, elle est bien là en tant qu'aménageur, c'est aussi ce qui va permettre d'avoir cette pensée globale et de tout gérer. Si on est sur des opérations ponctuelles, ça va être compliqué, c'est plein de gestionnaires, chacun avec leur logique. Et plus globalement, sur les réseaux, on va avoir aussi une vraie réflexion à mener sur leur modèle économique. Il y a des travaux qui sont sortis. Tous nos réseaux sont basés sur une consommation, pas sur la sobriété. C'est ça. ouais, Donc à c'est un ça. moment, on va avoir collectivement des vrais enjeux de modèle économique si on veut être plus sobre. Voilà. Mais effectivement, cette question des réseaux, elle se pose, et il faut trouver les moyens de les financer, de les adapter. Peut-être qu'on n'a aussi pas trop regardé l'état des réseaux et qu'on ne les a pas toujours bien entretenus. Il y a un vrai enjeu à les entretenir. Voilà. On l'a vu sur l'eau notamment, mais c'est le cas aussi sur l'énergie pour assurer la pérennité aussi de ces projets et la résilience aussi de nos villes. Et je vois qu'il y a d'autres questions, Gwenaëlle. Oui, il y a Enfin, d'autres arriver entre-temps. questions. Il y en a 2 autres. Est-ce que les mairies sont plus favorables aux évolutions PLU sur ce type de projet, notamment en termes de destination, c'est-à-dire, je suppose, changement de destination. Est-ce que les élus sont matures en fait? Est-ce qu'ils ont compris les enjeux, ou est-ce qu'ils ont besoin de la pédagogie pour être peut-être plus aguerris pour faire ces mutations, cette transformation, comme disait Alors, Juliette? Ouais. moi, je dirais, Juliette, je te laisserai la parole parce que tu connais très bien les élus, tu travailles avec eux au quotidien, mais en tout cas, moi, mon ressenti, qui n'engage que moi, c'est que il fut un temps, être un maire bâtisseur et mener des grands projets, c'était une ambition qui était partagée par beaucoup d'élus. Je pense que ce temps est révolu. Et de ce fait, arriver avec une demande de modification du PLU, c'est aussi arriver avec un programme et avec une volonté quand même de densifier. Et selon les élus qu'on a en face de nous, c'est pas toujours perçu de la même manière. C'est-à-dire que on sent ça fait pas consensus. L'acte de construire ne fait plus consensus. Et donc, il faut trouver les bons leviers Ouais. pour venir justifier d'une densification. Alors, dans les villes dans lesquelles il y a un besoin de logement ou un besoin d'équipement public, on va dire qu'il y a peut-être une sensibilité qui est plus forte, mais l'acte de construire en lui-même n'est plus aussi bien perçu qu'il y a peut-être encore une dizaine d'années de ça. Et du Donc, il coup, faut faire de la pédagogie. voilà, Et faut faire de la j'ai pédagogie. aussi Alors, des élus qui me disent non, non, moi je veux que du commerce, hein. oui. Euh, Et Juliette, et alors, du coup, quels sont les
les leviers dont parlait Émilie, comment ils sont ressentis à travers les discussions CEREMA élus? Mais là aussi, c'est vrai qu'on a c'est difficile de généraliser. On a des territoires qui sont très différents. Et puis parfois, il y a des zones commerciales qui s'y prêtent pas bien, hein, faut aussi être honnête, hein. On va pas non plus aller mettre, du logement en zone inondable, comme ça peut arriver Mmh. dans certaines zones commerciales. Donc à un moment, des Mmh. fois, c'est pas pertinent. Mais je pense que par contre, ça évolue aujourd'hui. Nous, on le voit dans les territoires pilotes de sobriété foncière. Il y a aussi, voilà, prendre ce temps de repérer ces fonciers invisibles. Là, Lausanne a peut-être fait peur en disant: «On va plus pouvoir rien faire». Si, si, inquiétez pas, il y a encore pas mal de boulot. On a encore pour quelques dizaines d'années à refaire la ville, c'est différent. Donc oui, il faut réexpliquer, il faut vraiment le faire au cas par cas. Je pense Mmh. qu'on n'a pas de faut Ouais, vraiment partir des spécificités des besoins du territoire, mais c'est ce qu'a dit, Émilie en premier, partir des besoins. Parfois, c'est c'est du ça. logement, parfois, c'est autre chose et par contre, ne pas il y a pas de modèle à coller, je pense qu'on ferait Non. collectivement une erreur. Donc il y a Mmh. des types de fonciers mobilisables, il y a des contextes qui s'y prêtent bien. Dans d'autres secteurs, ça peut être remettre du foncier économique, hein, remettre de l'emploi, tout Oui, bien simplement. C'est sûr. aussi un enjeu, hein, on parle beaucoup en ce moment de la réindustrialisation. Bah, il y a aussi parfois des industries qui sont tout à fait compatibles. Là, on a eu le cercle des pionniers la semaine dernière, on nous parlait d'une brasserie, ça s'implante très bien dans une zone commerciale, une brasserie, c'est pas une industrie, qui pose Mmh. de gros problèmes. Donc voilà, on peut trouver, des sujets, mais je pense qu'il faut vraiment, OK. vraiment partir du contexte. Alors, il y a une question intéressante aussi sur la question, du coup, aussi très chaude là sur la solarisation des parkings. Comment concilier les enjeux du ZAN et cette fameuse possibilité aujourd'hui qui est de solariser, voire même réglementaire, puisque depuis la loi qui a été votée au mois de janvier, la solarisation des parkings est du coup est attendue. Donc, est-ce qu'on est bien hors ZAN? Voilà, quelles sont les stratégies là-dessus? Tu veux répondre, Juliette, ou tu veux que Ouais, je moi, commence? pas spécialement d'éléments là-dessus, moi. D'accord. Alors, nous, évidemment, c'est une grande question, hein. Les propriétaires que l'on représente nous ont tout de suite interrogés en quoi la solarisation sera compatible avec la transformation des fonciers dont on s'occupe. Alors, d'une part, bien évidemment, on est favorable à un plus grand mix énergétique et bien évidemment, ce volet énergétique, il est creusé et travaillé avec beaucoup de minutie dans tous les projets que l'on mène. Le photovoltaïque, mais aussi la géothermie, l'éolien urbain, c'est des choses qu'on essaye de travailler très finement pour atteindre un pourcentage d'énergie renouvelable produite sur place qui soit le plus haut possible. C'est sûr que c'est notre objectif. Mmh. Maintenant, nous, on est aussi très vigilants à poser les bons arbitrages. C'est-à-dire que dans des zones qui sont faiblement ensoleillées, euh, parfois, c'est juste beaucoup plus pertinent et vertueux d'avoir un très beau projet de renaturation avec de la pleine terre qui va stocker le carbone, avec des arbres qui vont apporter de l'ombre, etc., que de l'investissement en photovoltaïque qui aura une durée de vie limitée, une consommation qui sera peut-être pas optimale, hein. Au nord de la Loire, on a quand même des zones qui sont pas idéales pour trouver un business model en photovoltaïque sur un parking. Tout dépend des surfaces considérées, etc. Donc nous, on est vigilants en tout cas à ce que les arbitrages soient posés avec beaucoup de minutie et que l'installation des ombrières ne soit pas un frein à une transformation plus large d'un foncier qui aurait vocation à être Oui, transformé plus en largement. fait, Voilà, voilà, faut faire tout cohabiter, en fait. Parce que du coup, exactement. la densification, du coup, elle est, et peut-être que ça va me servir un peu de tremplin pour faire préparer la conclusion avec l'outil, enfin, ce que permet UrbanSync, en fait. La dernière question là qui est posée sur la densification, comment est-elle perçue en fait par les citoyens? Est-ce que finalement les zones d'activité
ça passerait peut-être mieux que les quartiers résidentiels? Est-ce que ce serait peut-être mieux compris, mieux apprécié? C'est-à-dire qu'en fait, on réinvestit des lieux où il y a moins de monde, donc du coup, ça a moins de gêne, hein. C'est ça un petit peu la perception du citoyen, monsieur, madame, tout le monde. Donc, quelle est son opinion aujourd'hui? Moi, je pense que c'est le territoire et l'analyse fine du territoire qui nous donne des réponses. C'est-à-dire que quand on est sur un foncier qui est desservi par un, deux, trois modes de transport en commun structurants, très accessibles, avec beaucoup d'aménités, on s'attend intuitivement quand même à un niveau de densité qui est à Oui, l'échelle de toutes ces fonctionnalités qui sont proposées. Et que plus on s'éloigne de ces fonctionnalités, plus on peut concevoir que l'urbain est moins dense. Mais en tout cas, le sens de la décarbonation sur nos territoires urbains, c'est quand même de faire en sorte, c'est la ville du quart d'heure, hein, en fait, qui est expliquée par Carlos Moreno, c'est-à-dire que faire en sorte que les gens puissent habiter, travailler, consommer, se là. divertir dans un champ d'un quart d'heure à vélo ou à pied de chez eux, c'est quand même un très gros levier de décarbonation des territoires. Carrément, Et tout à donc, fait. quand on réunit tous ces critères, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait une forme de densité acceptable. C'est Mais je ça. dirais que Mieux cette perçu, quoi. densité acceptable, ouais, je pense que cette densité acceptable, elle est aussi définie par la qualité d'usage que l'on propose. Oui, Et que, bon, voilà, sur des grands ensembles, de l'urbanisme de dalle, où la nature n'avait pas trop sa place, forcément, on a des images mentales qui mm, arrivent, qui peuvent faire peur. C'est à nous, aménageurs et élus, de travailler de concert pour proposer une densité désirable. oui, c'est ça. Alors C'est du un coup, gros ça, axe de travail. ouais, oui, c'est un joli mot pour pour ma petite transition là. Je voulais du coup terminer sur la présentation avec finalement ce que permet la gestion de la donnée justement sur cette complexité, puisqu'on voit bien il y a des multifacteurs, hein, multi-indicateurs du coup qui sont qu'il faut étudier, qu'il faut analyser. Aujourd'hui, UrbanSync a travaillé, on va dire, de concert d'ailleurs avec le CEREMA et d'autres pour du coup concocter un support en 3D, hein, donc qui est évidemment aussi une facilité de pédagogie, mais surtout qui aide à maîtriser la feuille de route et à la suivre, hein. Quand je dis feuille de route, c'est bien sûr la feuille de route de la décarbonation. Donc, bon, un écosystème autour de nous, comme le Cerema Lab, hein. D'ailleurs, on sera à Innopolis aussi sur le stand du Cerema Lab au mois de septembre. Venez nous y voir si vous êtes visiteur du salon. Et donc, nous faisons aussi partie de la Convention des entreprises pour le climat. Donc, nous portons aussi les couleurs de cette transformation des territoires. Finalement, c'est notre ADN qu'on essaye aussi de faire passer, de faire comprendre, parce que cette renaturation, les gens nous disent, oui, mais c'est compliqué. Du coup, ils ne la voient pas, ils ne la perçoivent pas et ils ne voient pas par où démarrer. Donc, du coup, en fait, pour faciliter cette compréhension et cette pédagogie dont on parlait tout à l'heure, il n'y a rien de tel que l'image. On est tous accros sur nos téléphones, on passe tous du temps sur les images. Et donc, aujourd'hui, on est capable de travailler une 2D, une 3D. Là, vous voyez une ZAC dans le nord de Paris, mais ça peut être aussi en zone périurbaine, comme vous voyez sur ce slide-là. Et du coup, l'enjeu, c'est de travailler en fait les thématiques, comme îlot de chaleur, ça a été évoqué tout à l'heure. Ça peut être évidemment le ZAN, hein, puisqu'on est capable de le calculer, ou la mobilité, évidemment, la mobilité partagée, la mobilité douce. Et donc, en fait, on travaille ces fameux indicateurs multisectoriels, si je puis dire. Ça peut être aussi les questions des réseaux. On parlait d'éclairage public tout à l'heure et des réseaux aussi souterrains. Mais ça peut être aussi, évidemment, la biodiversité et surtout les déplacements.
Donc, on appelle ça des cas d'usage qui sont développés en fonction des problématiques de chaque territoire, mais ça peut être aussi l'adaptation au changement climatique à travers la notion des risques naturels, si on se trouve dans un territoire justement où il y a des risques naturels. Donc, on est dans cette logique de multi-activités urbaines, puisque l'enjeu pour nous, c'est de faire parler la donnée, de la révéler. Donc, on part aussi d'une historisation de la donnée, parce que le ZAN, c'est quoi? C'est on compare une situation antérieure à une situation évolutive, et qu'on a besoin de voir comment elle progresse, parce qu'on a bien vu que le temps joue. Donc, c'est pas une valeur instantanée comme ça, une image qui y est fixée et qui est figée. Au contraire, c'est une image qui évolue avec le temps et qui se précise aussi en fonction des évolutions de programme. Donc, du coup, on a adapté les outils pour que vous ayez une temporalité visuelle d'une progression. En voici une, par exemple. Donc, vous voyez, je pars du début. On était sur une friche urbaine avec des industries donc qui ont été démolies, évidemment. Et donc là, il y a une programmation qui s'incrémente et qui progresse. Et donc, du coup, on a les indicateurs d'imperméabilité qui apparaissent, de densité aussi qui sont, du coup, revisités, et d'usage, comme on parlait tout à l'heure, puisque la valeur d'usage, elle est aussi sur cette multiplicité et de l'accessibilité facile pour chacun, et quelle que soit son employabilité. Donc, le modèle aussi rural fonctionne très bien. Par exemple, l'agglomération de Salaux, qui est plutôt rurale, donc c'est Normandie, enfin c'est Basse-Normandie, travaille aussi sur ces questions-là, et ils rentrent avec la thématique de l'énergie, mais après ils rajoutent d'autres thématiques. Donc, en fait, on voit bien que les agglos commencent aussi à se familiariser avec cette gestion de la donnée qu'il faut faire parler, et au bénéfice justement de ces mutabilités et de ces transformations de foncier qui sont très pertinentes aujourd'hui, parce que du coup, ça alimente la feuille de décarbonation. Et puis là, du coup, ces CQFD, on est capable aussi de le prouver, hein. Et le politique en a besoin, mais le citoyen aussi, en disant, ben oui, mais vous faites quoi exactement? Racontez-nous comment ça va se passer, parce que les gens aiment bien voir aussi c'est quoi l'avenir pour eux, c'est comment leur quartier va évoluer. Donc, c'est aussi important, évidemment, de resituer tout ce qui est la notion de bien-être et de ressenti de bien-être à travers le végétal. Ça ne peut pas être non plus que, parce que souvent dans la symbolique des gens, l'urbain, c'est du minéral. Et je pense qu'en fait, c'est aussi de réintroduire cette renaturation dans l'espace urbain pour que les gens, justement, dans la ville du quart d'heure, certes, mais aussi ils aient ces bouffées d'oxygène accessibles facilement. Et je pense que c'est aussi une garantie de succès et d'adhésion de la population. Donc voilà, ce sont quelques petits exemples qui permettent en fait de montrer comment on interroge, comment on visualise en fait les évolutions de foncier et comment ils perdurent aussi dans le temps. Ce sont aujourd'hui des outils qui sont en ligne, qui sont partageables en réunion publique, mais en réunion aussi, on va dire, de travail. Donc, c'est vrai qu'on vit avec son temps, donc on parle de la souveraineté aussi de la donnée, donc évidemment tout ça est hébergé en France, ça va de soi, mais bon, c'est bien aussi de le dire. Donc ça permet aussi d'avoir des garanties justement sur aussi cette historisation de données hein, qui est précieuse. On voit bien les territoires, ils en ont besoin dans le PLU, hein, au lieu d'être tout le temps obligé de recommencer un diagnostic, bah, finalement le diagnostic il est toujours à jour, hein, si la maquette, le jumeau numérique est maintenu, eh bien, votre diagnostic et même l'évaluation environnementale du territoire est parfaitement à jour et en ligne, tout le temps accessible. Actuellement, on travaille déjà avec des clients avec cette logique d'évaluation environnementale à jour en permanence. Donc, c'est aussi voilà, une autre facette finalement de comprendre son territoire et de mieux le voir aussi, tout simplement, et aussi de le partager aussi avec ses citoyens. Donc, c'est une évolution aussi des mentalités. Ça permet d'être plus à l'aise aussi pour en parler et de décomplexifier simplement les choses par le visuel. Voilà, en tout cas, il est 12h01.
Merci infiniment à toutes les deux, Émilie et Juliette, pour cette mise en perspective. J'espère que voilà, vous avez été satisfaits dans les réponses. Merci à ceux qui ont répondu. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez saisi, je pense, les coordonnées de Juliette et de Émilie. Si vous souhaitez, on va vous les rajouter dans le chat tout à l'heure. Vous le verrez dans votre conversation Teams. Et puis, voilà, au plaisir de vous revoir à un nouveau webinaire qu'on ne manquera pas d'organiser après les vacances. Et à très bientôt et bel été à toutes et tous. Profitez bien. Merci. Reposez-vous. Merci Juliette. À bientôt. Au revoir. À Au revoir. bientôt.